Un véhicule stationné sur les bandes blanches. Cet acte, presque une habitude de certains automobilistes, marquait un arrêt sur cet espace de la chaussée exclusivement réservé aux piétons. C'est admis que le piéton traverse sur les bandes blanches et la voiture qui arrive doit pouvoir s'arrêter pour laisser passer le piéton. Mais malheureusement, les voitures ne s'arrêtent pas avant les bandes blanches. Souvent, les véhicules chevauchent même les bandes blanches. Et le piéton est souvent obligé de contourner la voiture. Beaucoup ne connaissent pas. Il y a l'ignorance qui fait ça. Il y a des choses qu'ils ne connaissent pas, ils ne maîtrisent pas. On n'a pas le droit de venir s'arrêter sur la bande blanche. C'est une bande blanche qui est faite uniquement que pour les piétons. Donc nous, on doit rester à quelques mètres de la bande blanche. Donc si vous voyez des chauffeurs qui viennent s'arrêter, d'autres, ce n'est pas sciemment, mais ce n'est pas parce qu'ils... Non, il y a beaucoup, c'est l'ignorance. Les bandes blanches sont des marquages au sol qui octroient un certain droit de passage aux piétons dans la circulation. À ce carrefour sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing, marcher sur les bandes blanches est une exigence. Des volontaires sont même à la tâche pour l'exécution. Quand les gens veulent traverser, là, nous on est là. Nous on leur dit non, que de ne pas traverser ici où il n'y a pas de bande blanche. Et la bande blanche, c'est pour les piétons. Si tu as traversé où il n'y a pas de bande blanche, quand on vient de coin. Là, qui a tort? C'est toi qui as tort. Tu vois, non? Souvent on a les sifflets, on siffle, on arrête les voitures pour que les gens puissent passer. Quoi. Visibles ou non, ces signalisations routières sont d'une grande nécessité pour la sécurité des usagers. Mais elles sont inexistantes à certains endroits. Il est très utile qu'on retrace même toutes les bandes même à Abidjan pour faciliter un peu la circulation des piétons et des usagers. On a peur de traverser parce qu'il est dit qu'on doit traverser sur les bandes blanches. Or, il n'y a pas de bandes blanches à ce carrefour. On a eu beaucoup de nouvelles routes, il y a des chaussées qui ont été refaites et tout. Malheureusement, il n'y a pas de bandes blanches, alors que les bandes blanches quand même sont une bonne signalisation pour non seulement nous-mêmes les automobilistes, mais également pour les piétons. Ça fait partie du code de la route et moi je n'imagine pas normalement une route sans les bandes blanches parce que c'est un message, c'est comme c'est un langage qui nous est donné et donc pour moi c'est plus que nécessaire. La présence des bandes blanches dans la circulation, plus qu'un embellissement de la route, elles doivent être respectées par les piétons et les automobilistes. Vous voyez, quand vous prenez ce cas-là, par exemple, il y a une délimitation qui est faite et c'est là que les véhicules doivent s'arrêter. Même les deux roues doivent également s'arrêter là. L'autre zone est tout à fait réservée pour la traversée des piétons. Par conséquent, voyez-vous, si vous franchissez cette ligne de délimitation et que vous venez sur les bandes blanches, vous êtes en infraction. Lorsque le piéton se trouve sur cet espace, eh bien, il est tout à fait prioritaire. Il est protégé et ça, c'est au nom de la réglementation. Il faut donc faire très attention aux piétons, même là où il n'y a pas de bande blanche. Quand nous voyons un piéton qui s'engage sur la chaussée pour traverser, prenons les dispositions pour ralentir et laisser passer le piéton. Selon l'Office de sécurité routière, plus de 40% des personnes tuées dans les accidents de la route sont des piétons. Parmi ces victimes, 15% sont des enfants. Le respect du code de la route et la discipline dans la circulation demeurent donc essentiels pour éviter des cas de sinistre. Il y a seulement quelques jours, un reportage sur nos antennes nous présentait le bâtiment colonial de Boundiali à réhabiliter. Ce lundi matin au réveil, c'est la stupéfaction pour certains habitants de Boundiali. Le vieux bâtiment a été ravagé par le feu. Tous les travaux entamés pour la réhabilitation sont partis en fumée. À l'époque, il fallait 100 millions. Lors des reportages, on était déjà à une estimation de 150 millions. Aujourd'hui, vu les dégâts causés par le feu, ce chiffre n'est plus d'actualité. Donc il y aura une réévaluation et bien sûr, nous continuerons les démarches pour la réhabilitation de ces joyaux architecturaux dont nous avons hérité du colon. Certaines sources parlent d'incendies liés à la chasse de rats. Dans tous les cas, le préfet de la région venu visiter le site annonce des enquêtes. L'origine du feu, on s'interroge encore. Je vais confier l'affaire à la police pour mener des enquêtes et nous aurons les résultats. Mais j'ai pensé aussi à un incendie criminel. Si tel était le cas, ce serait un véritable crime
qui sera puni sévèrement. En plus du bâtiment principal, toute la cour a subi les effets des flammes. Pour rappel, ce bâtiment colonial a servi de logement pour les différents préfets qui sont succédés à Boundiali jusqu'à la crise de 2002. Une bâtisse qui attendait d'être rénovée pour servir de logement pour le préfet ou d'être inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour les enfants, c'est toute la magie du cirque. Acrobates, clowns et les exercices de domptage d'animaux sauvages qui fascinent toujours autant. Mais ce numéro est peut-être en voie d'extinction. André Joseph fait désormais figure de brebis galeuse au sein de sa famille car il condamne le recours aux animaux dits sauvages. Cet héritier des Bouglione veut monter, dès cette année, un éco-cirque sans le moindre animal. Son cousin porte un regard tout différent. Pour lui, montrer des animaux, y compris sauvages, fait partie de l'âme même du cirque traditionnel. Comme bon nombre de pays étrangers, des dizaines de municipalités en France ont déjà appelé à interdire les animaux sauvages dans les cirques. La ville de Paris vient aussi d'adopter une résolution en ce sens, au nom du respect de la vie sauvage. Pour ce dompteur et propriétaire de cirque, il s'agit d'un faux problème. À la Fondation 30 millions d'amis, on estime que la disparition des animaux sauvages dans les cirques est inéluctable. Malgré les polémiques, le cirque animalier se porte bien. En moyenne, 14 millions de visiteurs s'y pressent chaque année. Pas facile de renoncer aux traditions. Et comme dit le proverbe chinois, ce qui est difficile quand on chevauche un tigre, voire un lion, c'est d'en redescendre. Le traité d'amitié franco-allemand est signé au Palais de l'Élysée, à Paris, par Charles de Gaulle, 72 ans, président de la République française, et Konrad Adenauer, 87 ans, chancelier de la République fédérale allemande. Il clôt près d'un siècle de rivalité et institue une nouvelle forme de concertation à la tête de la communauté économique européenne, qui deviendra 30 ans plus tard l'Union européenne. Si Konrad Adenauer n'a jamais eu à porter les armes, son interlocuteur, lui, a combattu l'Allemagne pendant les 2 guerres mondiales en tant qu'officier. Cela mis en part, les 2 signataires du traité de l'Élysée partagent les mêmes convictions, comme la lutte contre le nazisme. De Gaulle est issu de la bourgeoisie catholique de Lille et Adenauer de la bourgeoisie catholique de Cologne. Le premier a mis en place la Ve République en 1958. Le second a porté la République fédérale allemande sur les fonds baptismaux. De Gaulle se laisse convaincre par un traité formel pour renforcer leurs liens. La rencontre de l'Élysée est ainsi organisée. Le texte du traité contient simplement des engagements réciproques, non contraignants. La rencontre des chefs d'État et de gouvernement au moins 2 fois par an pour faciliter le dialogue entre les 2 principales puissances du continent. Pour le reste, le traité débouche sur la mise en place d'un office franco-allemand pour la jeunesse, destiné à faciliter les échanges. Rapidement apparaissent les limites de l'exercice. L'Allemagne fédérale, pro-américaine et hostile à l'Union soviétique, ne tolère pas les velléités neutralistes du général de Gaulle. Toutefois, au moment de ratifier le traité le 15 juin 1963, les députés allemands du Bundestag lui ajoutent un préambule qui rappelle leur objectif primordial. Une association étroite entre l'Europe et les États-Unis d'Amérique et une unification de l'Europe en y associant le Royaume-Uni. De Gaulle est en colère, il se voit trahi. Les 2 signataires du traité de l'Élysée font cavalier seuls et s'opposent bien souvent. Dans la guerre de Yougoslavie, Berlin prenant le parti de Zagreb et Paris celui de Belgrade. Dans la guerre de Libye et aussi dans la discussion nucléaire. La relation entre le successeur de Gaulle, Georges Pompidou, et le chancelier Willy Brandt manque de chaleur, même s'il lance de grands projets industriels, notamment Airbus. Valéry Giscard d'Estaing et Helmut Schmid, unis par les mêmes convictions libérales, parrainent le système monétaire européen, précurseur de la monnaie unique, et l'élection du Parlement européen au suffrage universel. Création d'une brigade franco-allemande le 12 janvier 1989 avec 5000 hommes qui participeront au maintien de la paix à Sarajevo en 1996, ainsi que la mise en route du traité de Maastricht et le sacrifice du Deutsche Mark sur l'autel de la monnaie unique. Des actes forts. L'Allemagne réunifiée n'est plus un nain politique, mais ne joue plus tout à fait dans la même catégorie que la France.
Cette dernière reste tournée vers le sud et absorbée par ses problèmes sociaux. L'Allemagne, elle, trouve toujours plus de séduction en ses voisins de l'Est, qui lui offrent, à défaut de marché, une main-d'œuvre docile.